Dans quelles conditions vivent les femmes prisonnières en RDC? Qu'est-ce que les autorités doivent faire pour améliorer les conditions carcérales des femmes? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Marie-Candide Vélélan-Tsatsa, présidente nationale de l'ONG Cœur pour les femmes prisonnières. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. C'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute du magazine de la femme sur Top Congo FM. Vous le savez, le débat au féminin, c'est ce magazine qui donne de la voix à la femme, qui permet aux femmes de faire connaître leurs idées, qui permet aux femmes de faire savoir ce qu'elles pensent sur divers sujets d'actualité et tous les sujets qui touchent à la vie de tous les jours. Nous ne parlons pas que politique, nous parlons de tous les sujets et c'est les femmes qui viennent pour donner leurs avis et dire ce qu'elles en pensent. Et aujourd'hui, nous allons parler des conditions carcérales qui sont décriées par plus d'une personne, surpeuplement, insuffisance de nourriture, prise en charge médicale qui laisse à désirer. C'est pratiquement chaque mois, pour ne pas dire chaque semaine, qu'on enregistre des décès dans les maisons carcérales en République démocratique du Congo. Dans cet environnement où les conditions de vie ne sont toujours pas réunies, quelle est la situation de la femme? Sous d'autres cieux, il existe des prisons réservées uniquement aux femmes, mais en République démocratique du Congo, hommes, femmes et parfois des mineurs sont tous dans une même prison, mais dans des pavillons dédiés selon les genres et l'âge. Le ministère de la Justice, vous le savez, ainsi que les autorités congolaises, ont pris l'engagement depuis quelques mois de désengorger les prisons pour voir dans quelle mesure améliorer les conditions de vie dans ces milieux. Est-ce que le désengorgement des prisons qui est en cours est la seule alternative pour améliorer les conditions de vie, la qualité de vie des détenus? Dans quelles conditions vivent les femmes détenues, par exemple, à la prison centrale de Makala ou à la prison de Ndolo ici à Kinshasa, mais également dans d'autres maisons carcérales à travers la République? Le débat au féminin se penche sur cette question avec Marie-Candide Vélélan-Tsatsa. Elle est présidente nationale de l'ONG Cœur pour les femmes prisonnières, COFEMPRI en sigle. Madame, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup de me recevoir. Merci, madame. Alors, dans quelles conditions vivent les femmes? Avant de parler des femmes, oui. Dans quelles conditions vivent les détenus en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa particulièrement, où vous avez l'habitude de fréquenter les prisons pour aller apporter une assistance quand vous le pouvez? En tout cas, madame, nous crions haut et fort, nous décrions vraiment la situation dans laquelle se trouve la détenue congolaise, les femmes prisonnières en général. Ce sont des conditions déplorables, ce sont des conditions des plus inhumaines. C'est comme ça que moi j'ai qualifié ça. Parce que comment vous pouvez comprendre que même l'endroit où les dames partagent pour dormir, il y en a qui peuvent dormir près des toilettes, dans les toilettes, par exemple. Il y a des maisons carcérales ici à Kinshasa où c'est tellement inondé que les femmes dorment même dans les toilettes. Vous vous rendez compte? Donc l'insalubrité déjà, la malnutrition, tout ça, ça ne permet pas un environnement sain pour la femme qui est en prison. C'est les mêmes conditions pour les hommes et les femmes? Les hommes et les femmes, vous savez, les femmes sont vulnérables par rapport aux hommes, par rapport d'abord la façon dont Dieu nous a créés, notre organisme. Ça ne reçoit pas et ça ne refoule pas de la même manière que les hommes. Il y a des choses où les hommes peuvent résister, mais les femmes, elles sont de leur nature, elles sont vulnérables, elles devaient être protégées, elles devaient être sécurisées. Voilà pourquoi nous, COFEMPRI, Cœur pour les femmes prisonnières, nous sommes là pour être la voix qui crie haut pour ces femmes qui ne peuvent pas crier. Alors, combien de détenus nous avons à la prison centrale de Makala que vous fréquentez régulièrement? Oui,
en parlant déjà peut-être Andolo aussi. Oui. Nous avons l'habitude d'aller à Makala déjà, mais dans chaque coin, nous n'avons pas encore atteint tout le coin de la République. Ça, il faut que je sois franche, mais nous avons quand même un système de points focal dans chaque République qui nous dit ici l'effectif a augmenté, ici l'effectif a diminué, le temps que nous ayons le moyen nécessaire pour atteindre tout le monde. Je vais vous donner les quelques statistiques que j'ai. Je commence par ici à Kinshasa, à Makala, il y a l'effectif avant l'évasion, il y avait 385 détenus. Et actuellement, l'effectif est passé de 385 à 240. Il y en a quelques-unes qui ont bénéficié du désengorgement de la prison, qui ont été libérées. Le désengorgement a eu du côté des hommes. Le désengorgement s'est fait massivement du côté des hommes. Où vous avez remarqué, vous avez vu qu'il y avait des 100 dossiers qui sont sortis. Mais chez les femmes, ça n'a pas encore été fait de la sorte. D'accord, donnez-nous d'abord les statistiques. Ok, d'accord, nous y allons. Alors, il y a 385, il y avait 385 avant, maintenant il y a 240. Il y a 11 mamans avec des bébés, des nourrissons. Et il y a 5 femmes enceintes. Et nous comptons au moins 17 enfants de 0 à 5 ans dans la prison de Makala et Andolo. Nous avons 45 femmes détenues et on ne nous a pas signalé des femmes enceintes jusque-là, parce que puisque nos points focaux sont là-bas, on nous signale quand il y a une femme enceinte qui entre, on signale à l'ONG qu'il y a eu des femmes enceintes. Et nous avons aussi des correspondants à Bukavu qui nous ont dit qu'il y a 71 femmes, 16 nourrissons, 2 filles mineures. Et notre correspondance de Kassampa à Lubumbashi nous parle de 73 femmes, dont 9 femmes qui sont en train d'allaiter, 9 nourrissons. Il y a 32 mineurs. 32 mineurs et il y a 3 femmes enceintes. Donc voilà, j'ai eu aussi notre correspondant de l'ICASI, de Kalemi plutôt, qui nous a parlé des 35 femmes incarcérées et des 16 mineurs. Il n'y a pas de femmes enceintes. Jusque-là, on n'a pas enregistré les cas des femmes enceintes. Voilà, donc, normalement, on devait avoir aussi un correspondant à Matadi, à Mwanda, à Bouma. Donc, nous sommes en train d'aller avec les moyens que nous avons. Donc, nous y allons petit à petit. Et je pense que d'ici là, par la grâce de Dieu, si Top Congo fait entendre la voix des prisonnières, nous aurons une représentation dans toutes les prisons. Oui. Vous parlez des femmes enceintes. Qui met ces femmes enceintes finalement? Il y a quand même plusieurs cas. Il y a des femmes qui viennent étant accusées, elle était enceinte. Donc voilà, elle entre comme ça en prison si une fois on reconnaît sa culpabilité. Et elle entre comme ça en prison, mais il y a aussi celles qui se sont retrouvées enceintes là-bas en prison. Donc, vous voyez qu'il y a... Victimes de viol ou des grossesses qu'elles ont voulu? Bon, il y a des grossesses indésirées, peut-être pas. Nous parlons d'une prison qui n'est pas vraiment sécurisée. La sécurité, ce n'est pas par rapport aux gens de l'extérieur. Il y a des hommes et des femmes qui marchent dans un même couloir. Il peut se passer de choses. Donc voilà, les grossesses peuvent être désirées ou n'est pas désirées, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des femmes qui contractent aussi les grossesses sur place en prison. Et comment se présente la prise en charge médicale de ces femmes aux besoins particuliers? Il existe bel et bien une infirmerie. Avant l'évasion, l'infirmerie comportait quand même des appareils de laboratoire. Il n'y en avait pas assez, mais il y en avait. Ils ont bénéficié, je crois, de dons de médicaments. Il y a des associations qui y vont, mais ce n'était pas suffisant. Parce que quand nous avons visité l'infirmerie, ils nous ont dit, les médecins nous ont attesté qu'il y avait vraiment besoin que ça soit renforcé. Par exemple, nous avons noté qu'il y avait de besoins comme une banque de sang. Il y en avait besoin. Ils avaient besoin d'une banque de sang à l'intérieur de la prison. Ils ont besoin d'une gynécologie. Ils en ont besoin parce que le médecin qui est là, il est généraliste, il essaie de faire de son mieux. Mais c'est le corps des femmes, c'est complexe. Il faut un gynécologue. Mais dans la prison, il n'y a pas de spécialistes.
Il n'y a pas de pédiatre pour les enfants qui sont là de 0 à 5 ans. Donc, vous comprenez avec moi que la prise en charge et puis l'entretien de certains matériels qui doivent servir au traitement, ce n'est pas très bien entretenu. Donc, la condition de la femme enceinte, là-bas, ça pose un grand problème, la prise en charge, parce que déjà, les appareils, comme vous savez, les appareils d'échographie ont été pillés. Il n'y en a plus, il n'y en a pas. Ont été brûlés, pillés lors de cette tentative d'évasion qu'il y a eu en prison. Donc, ça, nous parlons de la situation à la prison centrale de Makala. Ça, c'est la prison centrale de Makala. Mais je vous dis qu'il y a des similitudes partout. Si Makala, qui est chef-lieu de prison, si je peux me le permettre, hein, qui a Kinshasa, subit tout ça, alors je me demande ce qui peut se passer dans les autres prisons de la République. Nous sommes en relais avec les autres. Ils disent que la situation, elle est pareille partout. Elle est pareille partout. Vous avez eu à échanger avec ces femmes. Elles sont accusées de quoi? Est-ce que toutes ont été jugées et condamnées, ou il y en a de celles qui attendent d'être jugées, et peut-être les plus anciennes ont déjà passé combien d'années là-bas? La plus ancienne de la prison de Makala a 95 ans, madame. Elle a passé combien d'années? Elle a passé elle a fait plus de 10 ans là-bas. Et la pauvre dame nous a expliqué qu'elle était en train de garder une parcelle qui ne lui appartenait pas, bien sûr, mais qu'elle a gardée durant des années. Alors, la parcelle avait changé de propriétaire. Le nouveau propriétaire ne voulait pas de la dame. Or, la dame n'avait nulle part où aller. Elle n'avait personne, en fait. C'est ce qu'elle nous a raconté elle-même. C'était avant l'évasion. Et malheureusement, elle s'est retrouvée en prison, sans dossier, incarcérée jusqu'à ce jour. Et on nous a présenté cette dame de 95 ans et cette dame de 85 ans, qui avait aussi un cas qu'on n'arrivait pas à maîtriser, sans dossier. Chez les dames, il y a beaucoup de sans-dossier, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup. Et il y a des infractions comme quoi, Naïba qui caca téléphone. Comment tu te retrouves à Makala? Il s'est retrouvé dans un parquet. Il n'y a personne pour l'aider. La caution, il ne pouvait pas payer. Débarqué à Makala, comme ça. Et il y en a qui ont fait 7 ans, 6 ans sans dossier. Et nous bénissons Dieu pour le gouvernement, pour les actions de désengorgement qui s'y font déjà. Vous avez remarqué que le nombre est en train de baisser parce que les procès commencent à être réels, organisés. Parce qu'avant, ces gens n'avaient pas de procès. Ils étaient là, ils sont restés comme si c'était leur demeure à vie. Il y en a qui se sont dit, on reste là et puis on meurt ici. Les désengorgements viennent et chez les femmes, c'est encore timide. C'est encore timide. Parce que sur le 385 qu'il y a, jusque-là, il n'y a eu que quelques libérations. Il n'y avait que 40 procès avant les désengorgements. Il n'y avait que 40 procès. Et cette grand-mère de 95 ans est toujours là? Elle est toujours là. Sans dossier? Sans dossier. Et pourquoi aucune structure de défense des droits des femmes ou ONG de défense des droits de l'homme ne se penche sur son cas? C'est ce que moi aussi je n'ai pas compris, parce que normalement, il y a eu dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait Quelle est l'infraction pour laquelle on la poursuit? Non, il n'y a pas d'infraction, madame. Il n'y a pas d'infraction. Occupation illégale d'une parcelle d'autrui? Occupation illégale pour une femme de 95 ans qui n'a nulle part où aller. Si elle a fait 10 ans, elle est là depuis qu'elle avait ses 85 ans? Oui, elle est là depuis très longtemps. Et quand nous avons posé la question... Elle vivait où avant? Avant d'être en prison, elle vivait là. Avant d'aller dans cette parcelle-là, c'était quoi sa vie avant? Elle ne nous a pas raconté. Elle ne nous a pas raconté. Vous savez, en prison, c'est un endroit qui transforme aussi les détenus. C'est devenu comme sa maison. Elle s'est dit, si elle sort, elle ira où? Mais elle a demandé à ce qu'on parle, qu'on crie haut et fort. Les dames qui sont là, les dames qui travaillent là-bas, savent qu'il y a des vieilles dames qui n'ont pas de dossier et qui n'ont personne pour leur défendre. Et d'autres cas, d'autres infractions pour lesquelles les femmes se retrouvent là-bas sont lesquelles, par exemple? Il y a aussi des femmes criminelles. Ça, on n'exclut pas. Il y a des femmes criminelles. Il y en a qui ont commis des choses graves au regard de la loi et qui sont là incarcérées normalement. Mais il y a aussi des infractions bénignes, comme on les appelle, de vol des téléphones. Une femme
attrapé en adultère qui est là. Donc voilà, il y a la plupart des cas sont adultère envoyé en prison par son mari ou par la femme du mari par avec... la femme du mari. La femme du mari, si c'est une femme dont le mari a parcelle de pouvoir, on jette carrément en prison et puis on oublie, on n'en parle pas. Kindoku Fakuna est albisoté. Donc il y a comme ça des cas de personnes qui n'ont personne pour leur défendre, au fait. Ils n'ont pas d'avocat conseil, ils n'ont pas de parents, il n'y a personne pour parler en leur faveur. Ils vivent là-bas comme si c'est leur maison. Alors, chez les femmes, ces cas doivent être traités. En tout cas, nous appelons vraiment au gouvernement qui fait déjà ce bon travail de désengorgement, de se pencher chez les femmes et d'organiser toutes ces libérations de toutes ces femmes qui sont sans dossier et qui traînent encore jusque-là en prison. Voilà. Vous dites que la situation des femmes à la prison est très compliquée. Elles dorment où dans leur pavillon? Est-ce que c'est vraiment aménagé pour répondre aux besoins spécifiques des femmes? Nous savons que les femmes ont de besoins spécifiques. Oui. Elles ont leur menstru chaque mois. Oui. Comment c'est organisé? Est-ce qu'elles ont facilement accès, par exemple, aux choses élémentaires comme les serviettes hygiéniques? Est-ce que c'est distribué? Est-ce qu'elles sortent pour en acheter? Est-ce que l'infirmerie leur offre ça? Ça se passe comment? Au fait, le grand souci qu'il y a, d'abord dans la prison, c'est les emplacements. Vous savez, les femmes ont un local, un grand local avec des lits, si je peux appeler ça des lits. Avec mousse? C'est pas... il faut qu'on cherche un autre mot dans le dictionnaire pour décrire les genres des lits sur lesquels ces femmes dorment. C'est des lits métalliques ou des lits en bois? Ce sont des lits en bois, en étage, disposés, mais... il n'y a pas... Comme dans un dortoir. Comme dans un dortoir. Il y a un grand dortoir. Et puis, il y a un endroit où on retrouve les femmes avec des bébés. C'est à l'étroit. C'est à l'étroit. Et ils ne savent pas dormir convenablement. Les mousses, non plus cette fraîcheur de mousse. D'épaisseur. Il n'y en a plus. C'est sale. Ce sont des choses qu'on a rassemblées pour essayer de faire... d'appeler ça mousse. Et quand le ministre... Son Excellence est passé pour déposer les mousses et tout. Le ministre Constant il y a eu Moutamba. L'évasion après. Il y a eu la tentative d'évasion. Il y a eu de cas où on a brûlé carrément les choses qu'il y avait dans l'infirmerie. Il y a des sadiques comme ça qui sont entrés et qui ont brûlé des choses. Voilà, pour essayer de créer diversion. Il y a eu beaucoup de destruction à Makala, particulièrement pour ne pas parler d'autres prisons. Donc, les femmes ont difficilement accès aux choses de première nécessité. Ils ont difficilement accès. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas assez. Parce que il n'y a pas assez. Le gouvernement n'a pas donné assez pour ces femmes-là, pour se sentir bien dans leur peau et dans leur peau de femme. Mais il y a quand même des associations caritatives qui vont de temps à autre. C'est pas permanent. Comment elles font quand elles ont leur menstru, par exemple? Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Quand il n'y a pas de serviettes hygiéniques disponibles, qu'est-ce qu'elles font? Non, par exemple... il y a une dame qui nous a carrément expliqué, et ça sera compliqué de le dire ici avec les termes devant les télés et tout, qui prend quand même ses anciennes sous-vêtements et puis il essaie de bien le ranger et puis il s'en sert et puis bon voilà, il y a beaucoup d'infections qui passent, il y a des MCT en prison, donc voilà, il y a des IST, donc voilà, c'est compliqué pour ces dames. Et quand ils en ont, la quantité n'est pas suffisante pour atteindre tout le monde. Quand ils en ont, quand il y en a un peu, la quantité ne peut pas couvrir toutes les femmes qu'il y a là-bas. Il y a même manque de seaux pour aller se laver. Si on manque, il faut de babouches, de toilettes, il faut de savon. C'est pas suffisant ce qu'il y a là-bas, en fait. Mais elles n'ont pas de famille. Il y en a qui n'ont pas de famille, justement. Mais celles qui ont de famille, les familles n'y viennent pas tous les jours. Les familles ne viennent pas tous les jours. Ça, je vous parle du pavillon 9, là où il y a les femmes démunies. La plupart des femmes qui sont au pavillon 9 sont démunies. C'est les pavillons destinés aux femmes. Donc, c'est juste un pavillon et pas une prison bien sécurisée, bien organisée. C'est un pavillon 9 à Makala. Donc, voilà. C'est un pavillon. Tout le monde peut aller vérifier les infos que je vous donne. C'est un pavillon. Dehors, il y a une grande cour où tout le monde circule. Les hommes circulent, les administratifs circulent. Donc, voilà, ceux qui viennent pour... la visite, ils circulent, donc c'est compliqué. C'est assez compliqué. Est-ce que ces informations selon lesquelles il y a des détenues femmes qui se prostituent sont vraies?
Nous avons entendu parler de cela, mais nous n'avons pas des preuves à avancer devant vous qui avez des détenues femmes qui s'est prostituées. Nous avons entendu parler de cela. De la part des détenus ou de la part d'autres personnes? C'est entre les détenus. Ici, il y a des femmes qui se prostituent. Ça se disait entre détenus. Donc, au niveau des autorités, on ne nous a pas attesté qu'il y avait prostitution là-bas dans la prison. Donc, voilà. Nous ne pouvons qu'affirmer ce que nous avons réellement pu prouver par devers vous. Voilà. Il y a cette situation qui a mis quand même plus de lumière sur les conditions de détention de femmes à Makala. C'est ces cas de viol enregistrés lors de cette tentative d'évasion. Les sources officielles ont parlé de 198 femmes victimes de viol, alors que les organisations comme Human Rights Watch a parlé de plus de 200 femmes qui auraient été victimes de viol. Quelles sont devenues ces femmes-là? Il y a eu une action montée, il y a eu une synergie de femmes. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler, le ministre du Droits humains, ensemble avec la ministre de Genre et Famille, nous ont fait appel à nous, les partenaires de la prison, à toutes les femmes, à toutes les associations féministes. Nous sommes allés déposer ce qu'on pouvait. Ça s'est fait le mois passé. Nous avons déposé des vivres, des vêtements, mais il n'y a pas un suivi, si je peux dire, en permanence derrière ces femmes-là. Donc, qu'il y ait vraiment un organe dans la prison qui suit de façon permanente ces femmes pour savoir l'évolution. Est-ce qu'elles ont bénéficié d'un suivi psychologique? Je ne crois pas. Je n'ai pas vu ça. Vous avez échangé avec quelques-unes d'entre elles? Nous avons échangé avec quelques-unes. Ils ont bénéficié d'un suivi, médical? Pas un suivi, une visite. Voilà, elles sont visitées régulièrement. Parce que quand on parle de suivi, c'est la prise en charge. Elles n'ont pas été prises en charge sur le plan sanitaire? Non, c'est pas une prise en charge, madame, c'est une assistance. Et l'assistance n'est pas permanente et elle n'est pas... Elles n'ont pas été voir des médecins? Elles ont vu des médecins. Les médecins sont venus vers eux, là-bas à Makala. Oui, ça j'ai... Elles ont quand même bénéficié d'une consultation après avoir été victimes de viol. Oui, ça c'est vrai. Mais ce que vous déplorez, c'est qu'il n'y a pas eu une action continue de leur prise en charge. Voilà, c'est ce que nous déplorons en fait. C'est cette assistance-là de façon ponctuelle, de façon permanente pour savoir... quelle est la suite, au fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il peut y en avoir qui sont tombées enceintes. On ne sait pas, c'est encore 2 mois. Peut-être que les cas de grossesse vont se manifester d'un jour à l'autre. Une femme qui a été violée sans être protégée. Il y en a qui étaient dans leur mauvaise date. Donc, attendons-nous. Dans les jours qui viendront, peut-être qu'il y aura des femmes enceintes. Qui sait? Donc, qui va suivre toutes ces femmes-là? Il faut un organe en permanence, plutôt en prison, pour savoir ces femmes qui ont été violées, comment ils évoluent au quotidien. Je pense même qu'il faut même de psychiatres aussi. Donc voilà. Est-ce qu'elles ont reçu des médicaments après? Elles ont reçu lot de médicaments, mais ce n'est pas suffisant, madame. Elles ont bel et bien reçu des médicaments, mais qui n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut assez, il en faut encore. Moi, je pense que un suivi de plus près, de proximité, serait mieux dans les prisons. Un suivi de proximité. Pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes et pour les femmes. Aujourd'hui, nous plaidons plus pour les femmes parce qu'elles sont plus vulnérables que les hommes. Vous avez vu les cas de viol qu'il y a eu là. Donc, ce sont les hommes qui sont venus violenter les femmes. Ce ne sont pas les femmes qui sont allées vers les hommes. Donc, la femme constitue encore, comme il y en a qui disent, elle est encore fragile. Hein? La femme reste fragile malgré les concepts de la parité. La femme reste la priorité des priorités. Même dans les prisons, on devait avoir un regard regardant sur les femmes. Donc partout où j'essaie de parler des femmes en prison, c'est comme si les gens pensent que je suis un peu... Je cherche à exagérer ou bien à faire le buzz de ma personne. Non, madame. Nous traitons des choses vraies. Il y a des femmes qui souffrent en prison alors que nous, peut-être nous pouvons vivre, nous sommes en liberté, nous pouvons manger ce que nous voulons, nous pouvons même les gaspiller dans la boisson, dans les histoires inutiles, alors que ça peut servir.
Nous faisons même appel aux églises de tourner les yeux vers ces femmes parce que la Bible nous recommande de veiller sur les prisonnières, de veiller sur les démunis, de veiller sur l'orphelin, sur la veuve. Donc voilà, quand nous le faisons pour les veuves et les orphelins dans les églises, pensons aussi à insérer la prisonnière. Ça, c'est notre devoir à nous. Nous nous sommes imposés ces devoirs, nous, COFEMPRI, de pouvoir être la voix de ces femmes, de pouvoir parler haut et fort, même à la communauté internationale, de venir régler la situation de la prisonnière au Congo. La prisonnière est vraiment dans des conditions inhumaines. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ça ne date pas d'aujourd'hui ni de demain. Peut-être nous nous réveillons aujourd'hui, mais il y en a qui ont souffert des années, d'année en année. Moi, je crois qu'il y a toujours un one day. Il y a toujours un jour où on peut se lever et les choses peuvent changer. Moi, je crois que ça peut changer. Les états généraux de la magistrature, de la justice sont en cours. Ouais. Est-ce que vous espérez que de ces états généraux sortiront peut-être une recommandation par rapport au traitement spécifique des femmes détenues? Nous saluons les états généraux, madame. Nous saluons ces assises et nous pensons que les directeurs de prison qui travaillent déjà avec nous, qui sont là, vont être les organes qui vont défendre les droits des femmes en prison. Je pense que les directeurs sont en train de nous suivre. Qu'ils parlent de la situation sans avoir peur, parce que nous n'avons pas un gouvernement fantôme, nous n'avons pas à avoir peur de ce gouvernement. Il est là pour nous, pour la population. Nous avons vu les exemples des désengorgements qu'il y a eu. Donc, c'est que nous sommes là comme un bras pour soutenir aussi le gouvernement dans ses activités, surtout par rapport à la libération des femmes et par rapport à l'amélioration de leurs conditions. Nous croyons que ces assises pourront sortir des solutions phares, surtout pour les femmes. Vraiment, nous prions et nous plaidons pour que les femmes aient leur propre prison. Ce n'est pas les étendues qui manquent en RDC. Ce ne sont pas des étendues. Vous pensez que si les femmes étaient détenues seules entre elles, il n'y aurait pas eu ces cas de viol à déplorer? Moi, je crois qu'il n'y aurait pas eu ces cas de viol. Madame, je crois qu'il n'y aurait pas eu ces cas de viol. Il n'y en aurait pas eu. Parce qu'il n'y a pas... il y a pas sécurité, en fait, quand on vit avec des hommes comme ça. On s'en bat à tabana, nanana, pondouté, quand même. Vous voyez. Donc, il n'y a rien qui sépare le pavillon dédié aux femmes. Il n'y a rien de contraignant. Il n'y a pas de barricade qui peut empêcher d'être brisé pour passer, pour servir de pont. Et à Ndolo, c'est la même situation. Les femmes cohabitent avec les hommes dans la même cour. Les hommes cohabitent avec les hommes. Les femmes cohabitent avec les hommes. Ils ont de pavillons à part. Yeah? Ça, c'est le pavillon. Quand vous entrez à Makala, on vous dit là-bas, c'est le pavillon. C'est la même chose à Ndolo. Oui, partout, c'est la même chose. Il n'y a pas une prison dédiée uniquement aux femmes. Personne ne viendra me contredire, madame. Il n'y en a pas dans toute l'étendue de la République. Et aujourd'hui, votre structure milite pour qu'il y ait construction d'une prison dédiée aux femmes. Oui, la vision de notre structure, c'est l'amélioration de la condition pour les femmes incarcérées. Et puis, nous voulons aller plus loin dans nos objectifs. Nous voulons contribuer à la réduction de la population carcérale féminine. Nous voulons apporter une assistance médicale. Nous disposons d'un collège de médecins qui n'attendent que... parce que nous avons déjà introduit la demande de permission. Parce que maintenant, là, c'est plus facile comme avant. Hein, on ne sait plus trop accéder. Nous attendons toutes les permissions qu'il faut. Hein, ils sont en train de nous entendre, les gouvernements, qui nous permettent de travailler parce que nous avons un collège de médecins bien disponible pour aller aider surtout ces femmes qui ont été violées. Au milieu de nous, il y a des urologues, il y a des gynécologues, il y a des psychiatres. Il y en a même que nous allons payer nous-mêmes juste pour aider ces femmes à avancer. Nous voulons aussi apporter une assistance matérielle, comme vous aviez vu, que nous sommes en train de faire une collecte. La collecte, c'est pour? C'est pour Makala. On commence d'abord à Makala parce que c'est là où il y avait beaucoup de cas de viol. La collecte, c'est pour Makala. Nous voulons apporter tout ce qu'on nous a dit qui manque là-bas. De quoi elles ont besoin? Elles ont besoin des serviettes hygiéniques, les femmes, en particulier. Elles ont besoin de sous pour se laver. Elles ont besoin de babouches, des savons en poussière, des savons en liquide, des savons de toilette, des savons de lessive. Elles ont besoin de vêtements.
elles ont besoin de soutien, de sous-vêtements, elles ont besoin même de compléments alimentaires. Elles en ont besoin. Elles ont besoin de lait pour les bébés qui sont là-bas. Elles ont besoin de pampers pour les bébés elles ont besoin du sucre, elles ont besoin du lait, elles ont besoin on nous a parlé de les poudres là, facilement la préparation est plus rapide, des diamines, les bouillies pour bébé, tout ça, ça va aider pour. Et puis il y a quelque chose, il n'y a pas un cercle de loisirs pour les femmes en prison. Quand nous regardons les films américains, nous voyons quand même que dans la prison, il y a quand même un terrain de foot, il y a quand même un terrain de basket, il y a quand même du volleyball. Est-ce qu'il y a une bibliothèque à la prison de Makala? Ça, je n'ai pas vérifié. Faudrait-il encore que les détenus qui sont là sachent lire et aient ce goût-là de la lecture? Ouais, et c'est quoi leur passe-temps? Leur passe-temps, j'avais trouvé dans la cour de femmes, quand même, certaines femmes qui étaient en train de griller les brochettes. Ça, c'est une activité commerciale. Mais en dehors de ces activités, elles se distraient en faisant quoi? On m'a dit qu'il y avait des femmes qui savent tricoter. Qui font des tricotages, mais bon, ils ne peuvent pas vendre. C'est entre elles pour faire passer du temps. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. C'est pourquoi notre ONG a pensé à l'apprentissage de métiers professionnels dans la prison. Parce que quand une femme apprend dans la prison, elle peut se prendre en charge après son incarcération. Et nous avons voulu aussi être cet organe qui pourra aussi aider la femme qui sort de la prison. Si nous avons déjà commencé avec elle, lui apprendre un métier en prison, quand elle sort, nous avons la facilité de la récupérer et puis de la placer quelque part. Et puis, ce qu'elle aura produit de ses propres mains, elle peut le revendre. Et puis, parce que c'est difficile de trouver de l'emploi pour une femme incarcérée. Tout le monde aura peur. Mais si elle a appris un métier, elle a appris par exemple à coudre dans la prison, elle a appris parce que nous sommes avec Mounia, une association de Suisse qui fait du savon avec le fruit. Elles nous ont proposé, mais au mois de décembre, nous pouvons descendre en prison, apprendre aux femmes à faire du savon avec les fruits. Donc voilà, quand une femme a appris ça, après l'incarcération, elle ne sera plus tentée à aller voler. Par exemple, si elle a été arrêtée pour vol, elle n'aura plus cette facilité d'aller voler parce qu'au moins, elle sait déjà faire quelque chose. Alors, nous voulons aussi inculquer aux femmes prisonnières des valeurs. Une femme, c'est une éducatrice. Quand elle sort de la prison, peut-être qu'elle peut perdre les valeurs. Quand elle entre en prison, elle peut peut-être perdre aussi des valeurs, surtout si c'est une criminelle, par exemple. Nous sommes là, notre ONG voudrait apprendre à ces femmes-là leurs vraies valeurs. Et puis, nous voulons aussi, je vous ai parlé d'un collège de avocats qui veulent aussi accompagner judiciairement avec des prodéos pour celles qui sont sans défense. Ça, nous avions contacté déjà Makala et nous avons demandé qu'à chaque fois qu'il y a libération, qu'on nous fasse signe, et à chaque fois qu'il y a manque, il y a des personnes qui n'ont pas d'assistance, qu'ils fassent appel à notre collège pour ça. Vraiment, c'est pour essayer, même trouver des organismes qui peuvent réfectionner la prison. Surtout actuellement, il y a eu des incendies et tout ça. Les incendies sont involontaires, ce qu'il y a eu dans la prison. Nous voulons même appeler des organes qui peuvent venir repeindre la prison, le remettre en beauté, parce qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu vraiment, je pense, j'ai même constaté qu'il y avait même des splits déplacés, des ordinateurs volés. Ça, c'était moi-même qui avais constaté, parce que j'ai l'habitude de venir en prison. J'ai vu que les bureaux ont changé, tout ça après l'évasion. On se dit, mais s'il y a des organes qui peuvent venir réfectionner et donner quand même à ces femmes-là un peu d'espoir, parce que déjà, elles ont perdu espoir. Le fait d'aller en prison, c'est déjà l'espoir qui se perd. Et l'espoir se perd dans une obscurité encore dans la manière de vivre. Donc, nous ne leur accordons pas beaucoup d'années de vie. Et à savoir que déjà, tous les 2 jours, il y a une femme qui meurt en prison suite aux mauvaises conditions de vie. Donc voilà, nous devons réagir. Nous devons réagir par rapport à ça. Ça veut dire que même le pavillon des femmes est surpeuplé? Oui. Les pavillons de femmes n'ont pas été conçus pour recevoir autant de femmes. Je pense que ça a été prévu pour 50 ou une soixantaine de personnes, des femmes. Mais là, ça reçoit plus que... Vous étiez en prison il y a quelques jours. Combien de femmes sont là aujourd'hui? Il y a quelques jours. Il y a
Actuellement, il y a 240 femmes qui sont encore là. 240. Vous avez parlé de leur dortoir qui compte combien de lits? Il y a à peu près une vingtaine de lits superposés. Combien partagent le lit? Ça, il y a au moins, dans un lit, il peut y avoir même 3 au-dessus, 3 en bas. Et ce sont des lits... et les bébés sont dans des berceaux? 1m20. Non, il n'y a pas de berceau pour les bébés. Comme on voit dans les films. Non, il n'y en a pas. Ils sont entre les mains de leur maman et ils dorment dans le même lit que leur maman. On n'a pas vu de berceau, madame, il n'y en a pas. Il ne faut pas rêver. Et ces bébés-là sont nourris comment? Au sein? Au sein maternel. Mais quand l'âge avance, des bébés de 6 mois, le bébé de 4 mois déjà, le sein ne suffit pas. Les seins ne suffisent pas. Ils vivent à la façon de leur maman. Ils vivent à la même vitesse de vie que leur maman vivent. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des mineurs filles? Il y avait des mineurs filles avant l'évasion, mais le dernier statistique ne nous montre pas. Il y a plus de filles. Les mineurs étaient là-bas pourquoi? Mais de garçons, oui. Chez les garçons, il y a des mineurs. Chez les filles, il n'y en a plus. Et les dames, les jeunes filles mineures se retrouvaient là-bas comment? Qu'est-ce qu'elles avaient fait? Les jeunes filles mineures se sont retrouvées là-bas pour s'être mal comportées en dehors, pour être pris en flagrance. C'était quelles infractions? Il y avait des vols, il y avait les cas qu'on avait pu répertorier. Il y avait des vols, des téléphones. Il y a eu des bagarres entre filles. Voilà. Soki Simuninga, Kati et Loboko, c'est une infraction. Donc voilà, elles se sont retrouvées là-bas. Mais avec ce vent de procès qui commence à être exécuté, la dernière fois, on n'a pas retrouvé les mineurs, elles sont toutes parties. Donc là, il ne nous reste que les femmes, les nourrissons, les femmes qui nourrissent les bébés, et les vieilles mamans, et les autres femmes, les femmes enceintes. Mais les vieilles, celle de 95 ans, elle a été condamnée, vous dites qu'elle n'a même pas de dossier. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Ça veut dire qu'elle n'a jamais été jugée. Oui, elle n'a pas été jugée. Il y en a beaucoup. Des cas de gens qui n'ont pas été jugés, il y en a beaucoup. Parce que sur le 380 qu'il y avait avant l'évasion, il n'y avait eu que 40 procès. Il n'y avait eu que 40 procès. Du côté VIP, il y a combien de dames? Du côté VIP, on peut compter une vingtaine de dames, une quinzaine de femmes. Une quinzaine. Oui. Celles-là, elles ne rencontrent pas les mêmes problèmes que les autres. Est-ce qu'elles fréquentent quand même celles du pavillon 9? Elles ont une solidarité en prison. Il y a une solidarité entre elles. Les dames VIP qui sont là aident aussi, du peu qu'elles peuvent, les autres dames qui sont là. J'ai trouvé une solidarité entre elles. C'est vrai, il y a des petites rivalités, comme nous aussi dans la vie, comme tous les voisins. Mais en tout cas, il y a une solidarité entre elles. Elles se soutiennent la main. Voilà, elles veulent sortir, elles veulent partir de là. Donc, c'est ça. C'est déplorable. C'est que la première fois que je suis allée en prison, madame, je suis sortie en pleurs. Et la première action que j'avais posée, c'était avec mon cœur que je l'ai fait. Je n'avais pas fait appel à tout le monde. La première action que j'ai posée en prison, j'étais avec une amie à moi qui est juge. Elle dit, mais je suis juge ici, je viens juger les gens, je ne suis jamais passée par le pavillon de femmes. Et je suis vraiment scandalisée de voir que c'est nous qui envoyons ces femmes ici. Et elle-même, elle était en pleurs. Donc, Est-ce que les femmes sont les oubliées des prisons? Moi, je crois qu'elles sont les oubliées. Excusez-moi, mais je pense que les femmes sont oubliées. Les femmes prisonnières sont oubliées. Elles sont oubliées parce que vous avez remarqué que du côté des hommes, il y a même eu ces vagues, cette grande vague de libération. Mais chez les femmes, c'est timide. C'est timide, le nombre ne baisse pas. C'est vrai que dans la prison... On les a répertoriés aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut retrouver, par exemple, une liste reprenant le nom de chaque femme détenue avec l'infraction ou le numéro de son dossier. Est-ce que ça existe? Nous, en tant qu'ONG, on n'a pas le droit d'avoir l'annuaire, mais à leur niveau, parce que quand on s'en... Mais les sans-dossiers, là, ils écrivent quoi? Sans-dossier? Oui, c'est écrit sans dossier, mais il faut un ordre pour faire sortir des personnes comme ça. Il faut une ordonnance présidentielle. Il faut un décret ministériel pour faire sortir. Ils ne peuvent pas se réveiller. La directrice ne peut pas se réveiller. Même quand il y a les bénéficiaires des libérations, là, elles ne sont même pas... Ça veut dire que leurs noms ne sont même pas proposés quand il faut... Je pense que oui. Je pense que leurs noms... Libérer les gens. Oui. Et aussi, je pense que ça peut être proposé, mais que la procédure peut aussi faire défaut. Parce que vous savez comment la justice chez nous,
les procédures sont latentes. On espère qu'avec les états généraux et les conclusions qui vont en sortir, il y aura un grand changement de ce côté-là. Dans l'exercice de tout ça, dans les procédures pour faire libérer les gens. Parce que souvent, on nous dit que quand un homme ou une femme entre en prison, il perd sa liberté, il perd sa vie, parce qu'il perd son patrimoine, il perd son bien-être. C'est sa vie. C'est vraiment perdre sa vie quand on vient en prison. C'est un peu ça. En dehors des viols qui ont été enregistrés lors de la tentative d'évasion, est-ce que ces femmes détenues sont victimes d'autres violences, même entre elles, ou de victimes de violences de la part d'autres détenus ou des visiteurs qui viennent, ou même du personnel? De la part du personnel, je ne pense pas, parce que j'ai remarqué que là-bas, c'est comme une famille en prison. Ils ont leur façon un peu à leur manière de vivre, mais c'est les prisons, généralement, là où je suis allée, même là où il y a les plus grands des criminels, c'est un peu comme une famille. Mais il y a des rivalités. Comme nous. Même les criminels vivent dans la même cellule que celles qui sont là. J'ai remarqué que chez les femmes, même les plus criminels sont avec celles-là. On ne les a pas séparées. On ne les a pas séparées. Il n'y a jamais eu d'altercation. Il y a une cellule qu'ils appellent d'isolement. Là où, quand quelqu'un essaye d'agresser physiquement l'autre, on l'isole là-bas, mais c'est pour un temps. Après, il va ressortir. Et il y aura... on n'a pas enregistré des violences physiques entre elles, que de querelles, on n'a pas aussi enregistré un cas de meurtre sur place entre prisonnières ou entre prisonnières et ceux qui travaillent là-bas. Mais quelles sont les violences auxquelles elles font face au quotidien? Moi, je pense que ce sont des querelles normales entre prisonnières, ce sont des disputes entre prisonnières. Tu me dois de ceci, parce qu'il y a des choses qui se font en dessous. Il y a des gangs qui se forment aussi en prison. Il y a tel groupe, par exemple, qui sont un groupe de gens forts qui essayent d'agresser ou d'intimider ceux qui sont un peu faibles. Ça existe. Il y a toujours des chefs, des leaders, il y a toujours des meneurs. Quand même chez les femmes, ça existe. Excusez-moi le terme. Et ça fait peur d'avancer. Mais bon, je crois que chez nous, ça n'a pas la même envergure ou ampleur que les prisons d'Europe, comme on suit dans la télé ou dans la radio, tout ça. Est-ce que ces femmes espèrent toujours en leur libération pour celles elles espèrent. Qui attendent d'être jugées? Les femmes en prison sont les plus croyantes. Hein? Elles croient, elles espèrent. Quand elles te parlent avec plus d'assurance. Moi, les femmes de là m'étonnent, la force qu'elles ont. Moi, je pleure à leur place. Elles me demandent, mais maman, pourquoi tu pleures? Donc, elles étaient étonnées que moi, j'étais en train de pleurer par rapport à leurs conditions de vie. J'ai trouvé ça inhumain. Je n'ai pas accepté. Je ne peux pas accepter que ma soeur ou mon frère se retrouvent dans des conditions comme ça. Mais elles étaient fortes. Elles sont habituées dans ça. Elles ont dit, pour ça, Tobima. C'était ça leur phrase. Et celles qui dorment dans les couloirs des toilettes? Elles sont normales. Elles se réveillent. Pour elles, il n'y a pas assez d'espace. Il n'y a pas assez d'espace là-bas. Déjà, quand vous entrez, il faut chercher là où mettre les pieds quand elles sont étalées. Quand elles sont étalées, il n'y a pas moyen. Ça, c'est ce qu'elles nous racontent. Il n'y a pas moyen d'entrer, de faire entrer son pied dedans. Elles sont confinées. Elles sont confinées. Et il y en a qui trouvent refuge d'aller vers le couloir de la toilette pour se réfugier. Et celles qui meurent, comme vous avez dit, c'est tous les 2 jours qu'il y a une femme qui meurt. Celles qui meurent, on les enterre directement ou on remet les corps aux familles? S'il y a des familles, on remet entre les mains des familles. S'il n'y a pas de famille, c'est le gouvernement qui prend en charge et puis qui enterre. Voilà. Aujourd'hui, si vous avez un message à passer aux autorités de la justice, aux autorités congolaises par rapport à la situation de la femme prisonnière en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous direz? Quel plaidoyer vous mènerez? Quelle demande vous formulerez? Je demande aux autorités de la RDC et à l'ensemble de la population de la RDC qui ne se trouve pas en prison d'avoir un cœur, juste un cœur pour les prisonniers. Je ne sais pas aller loin, je dis aux autorités et à nous tous d'avoir un cœur, de penser aux prisonniers, aux prisonnières surtout, parce que je suis là pour les femmes, et d'essayer. Nous pouvons changer les choses en prison.
c'est possible que toi et moi, que nous mettions aussi nos moyens ensemble avec les autorités pour changer la situation. J'ai fait seulement appel au cœur, parce que c'est le cœur qui contient toutes les émotions, les sentiments, tout. Ça se trouve dans les cœurs. Que nous ayons du cœur à penser à cette catégorie de personnes et les souffrances qu'ils endurent. Et c'est à filmer, c'est vrai, c'est réel, c'est du vécu quotidien. Et je pense que même les directeurs des prisons crient haut et fort qu'il y a du souci en prison, mais que personne n'entend, que personne ne voudrait voir, en fait. Voilà. Votre collecte continue? Oui, nous continuons jusqu'au 25 novembre. C'est au 25 novembre que nous allons descendre. Mais notre structure se veut être... Celle qui voudrait déposer, par exemple, les biens, les... Oui, nous avons notre ONG Cofempri, qui a une page Facebook, ONG Cofempri, vous pouvez nous contacter par là. Nous avons notre adresse email, confempri@gmail.com. Nous avons nos numéros d'appel, les 09 95 66 93 33, pour nous contacter. Voilà, donc dans les jours qui viennent, nous aurons même notre compte bancaire qui va déjà s'ouvrir. Cet argent ne va pas nous appartenir, ça ne reviendra pas dans nos poches. Ça sera uniquement destiné. Chacun peut suivre clairement la traçabilité de tout ce que nous recevons comme legs et comme dons. Donc nous ne le cachons pas. Nous les mettons à la disposition de tout le monde dans nos groupes WhatsApp, dans nos associations, dans nos pages. Et c'est comme ça que nous avançons pour gagner la confiance des autres et essayer des uns et des autres pour essayer d'améliorer la condition de... Nous n'avons aucun intérêt, si ce n'est de voir les prisons de la RDC briller. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Candide Veleda Tsatsa. Je rappelle que vous êtes présidente nationale de l'ONG Cœur pour les femmes prisonnières. Okay. Nous espérons que votre appel sera entendu. Nous espérons que nous aurons finalement une prison dédiée uniquement aux femmes et que, en attendant la construction de ces prisons dédiées aux femmes, les pavillons abritant les femmes dans les prisons de la RDC verront les conditions de détention s'améliorer. C'est par ici que nous atterrissons. Merci à Isabelle Mwengo qui nous a aidés dans la préparation de cette émission. Merci à Miguel Mena qui a tout coordonné, Patrick Mungongo, Pascal Kalambay, ainsi que Jacques Nzinga ont assuré le côté technique. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est le dimanche après le journal de 19h. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut, pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Dans quelles conditions vivent les femmes prisonnières en RDC? Qu'est-ce que les autorités doivent faire pour améliorer les conditions carcérales des femmes? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Marie-Candide Veleda Tsatsa, présidente nationale de l'ONG Cœur pour les femmes prisonnières. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.